Bienvenue sur l'espace du forum pour parler installation en agriculture avec mes invités. Nous avons une petite heure à passer ensemble et puis on prendra quelques questions à la fin. Donc le titre de notre conférence, je m'installe, je pilote ou je transmets mon exploitation, quel levier pour fidéliser et motiver mon équipe. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir pour discuter de tout ça, eh bien, je les appelle sur scène. François Moré, vous êtes cofondateur d'Eloi, société à mission. Bonjour François, bienvenue. Créé en 2019, amplificateur d'installation. Oui, j'ai vu ça quelque part. Mais vous allez tout nous dire. Et en plus, vous allez nous présenter quasiment en exclusivité le baromètre Eloi de l'installation, en exclusivité, de l'installation en agriculture. On est privilégié au CIAPRO, décidément. J'appelle aussi Hugo Leroc, qui est directeur conseil au sein de Gulfstream Groupe Province. Bienvenue Hugo, qui venait de Nantes. Installez-vous et on va parler communication avec vous. Prenez place. J'appelle Louise Letellier, éleveuse près d'Étretat. Quelle chance. Bienvenue Louise, vous êtes installée depuis presque 3 ans. Vous allez nous raconter, réagir aussi aux chiffres présentés par Eloi, voir si vous vous reconnaissez dans ce profil des agriculteurs. Et bienvenue enfin, cher Romain Deléris, j'espère que je prononce bien, c'est tout bon, éleveur en bio et membre du bureau des jeunes agriculteurs, les acteurs aussi de l'installation agricole, acteurs historiques qu'on ne présente plus. Vous allez aussi, Romain, nous présenter les JA, ce que vous faites, et puis réagir au baromètre Eloi que François va nous présenter. Voilà, on a trois quarts d'heure ensemble, et puis on prendra quelques questions. On va parler effectivement de toutes ces étapes de l'installation. Où est-ce qu'on en est en 2026 ? Je sais que vous observez ces tendances et que vous êtes venus avec des chiffres à nous montrer, à nous commenter. On va commencer par vous, François. Prenons un petit peu de temps, justement, déjà pour vous représenter et puis pour découvrir en exclu ces chiffres de l'installation. Ouais, merci Larry-Laure. Donc François Moré, je suis le cofondateur d'Eloi. Eloi, on est une plateforme digital qui met en relation des cédants, donc des agriculteurs qui cherchent à transmettre leur exploitation, et des porteurs de projets qui, eux, sont des futurs agriculteurs, donc des repreneurs qui cherchent une ferme pour installer leur projet d'installation, pour installer leur projet agricole. Et aujourd'hui, on est en contact avec une communauté très large de porteurs de projets. On a 10 000 porteurs de projets qui sont inscrits sur la plateforme, dont on connaît le projet d'installation, et on a eu le souhait, là, sur cette année, de pouvoir établir une photo de qui sont ces porteurs de projets, qu'est-ce qui les anime, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, et quel est également leur niveau de confiance et leur morale par rapport à tout ça, avec l'idée de pouvoir construire un baromètre et de pouvoir, année après année, voir comment ces choses-là évoluent. Donc on fait une photo à l'instant T, qui vaut ce qu'elle vaut, qui va représenter une partie de la réalité. Il y a certainement des nuances aussi qu'on va pouvoir rencontrer. L'idée, c'est de pouvoir faire cette photo-là, puis de voir comment elle évolue avec les actions que j'espère on arrivera à mettre en place aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes qui sortent de tout ça. Très bien, des tendances qui se confirment, on va voir ça ensemble. Je remercie Julien et Laurie qui nous ont mis les slides, et normalement on va pouvoir commencer. Vous avez la petite zapette. Allons-y. Je démarre. Donc ce baromètre de l'installation agricole, on l'a fait paraître à 2 populations, à une population de porteurs de projets, donc futurs agriculteurs installés, et également à une population de néo-installés, de gens qui sont installés depuis quelques années. On a eu environ 400 réponses. Quand on regarde un petit peu le profil des répondants, on a une moyenne d'âge qui est à un petit peu plus de 30 ans. Alors un peu moins sur les futurs agriculteurs, un peu plus sur les jeunes installés, logiquement. Un peu plus de 60% non issus du monde agricole, à peu près un tiers, un peu moins, de femmes, et une population qui est essentiellement diplômée du monde agricole ou pas. Et en ça, on est assez représentatif de ce qui est aujourd'hui la masse des 14, 15, 16 000, les chiffres varient là-dessus, candidats à l'installation agricole qu'on a tous les ans. Romain confirme, j'ai l'impression. Oui, et je l'évoquais juste avant la session. J'ai commencé à sortir les chiffres à 100 répondants, puis à 200, puis à 300, puis à 400, et les chiffres n'ont pas bougé. Donc en fait, au bout d'un moment, on voit que les choses deviennent véritablement solides. Y compris sur la proportion de femmes, d'ailleurs. Y compris sur la proportion de femmes. On est aujourd'hui à un nouvel agriculteur sur 4 est une femme. Ça, donc ça. On n'en est pas très loin ici. Quand on regarde les difficultés qui ont été celles que rencontrent ces porteurs de projets, il y en a 3 qui ressortent de manière extrêmement forte. La première
Et elle est un peu paradoxale dans un monde où, par ailleurs, on a une difficulté à renouveler les exploitations, à assurer une reprise. C'est la recherche du foncier. Trouver une ferme pour s'installer est aujourd'hui une difficulté majeure que rencontrent les porteurs de projets. Ça rejoint la troisième, qui est celle de l'accès au foncier. Et l'autre élément très très fort qui ressort, c'est le financement. Et dans le financement, il y a beaucoup de choses. Et quand on regarde un petit peu les verbatims qu'on a ici, on a des choses aussi autour de la capacité à avoir une ferme positionnée au bon prix. Et ça déclenche des sourires. Mais oui, ce projet, je pense qu'on le vit tous, on en reparlera juste après. Mais la question de est-ce qu'une ferme est positionnée au bon prix est fondamentale dans la capacité à transmettre pour l'un et à s'installer pour l'autre. Et ça ressort très très fort dans ce que nous disent les porteurs de projets candidats à l'installation. Ce qu'on a fait aussi, c'est comme on a les deux populations, c'est d'aller regarder un petit peu quel est le différentiel de perception entre ceux qui sont juste avant et ceux qui sont juste après. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pré-installation, on a une sous-estimation des difficultés liées à la recherche du foncier et liées à l'administratif. On va y revenir sur le parcours à l'installation juste après, mais les difficultés administratives sont un frein important à l'installation aujourd'hui, et encore plus lorsque on a finalisé le processus. Et ça, je pense, c'est une information et un message assez fort qui ressort de l'étude, avec une perception du parcours à l'installation qui est compliquée. On a 8 porteurs de projets sur 10 qui nous disent ce parcours-là a été globalement un parcours du combattant. Et avec des très difficiles qui sont à 40%, c'est extrêmement fort comme message. On a véritablement un parcours qui est compliqué, et encore une fois, on se dit, bah mince, on a envie d'attirer, on a envie que les populations agricoles puissent se renouveler. Là-dessus, le parcours est aujourd'hui un frein nécessaire pour aussi filtrer les bons projets, mais certainement il y a des choses qui sont des leviers d'amélioration pour la suite. François, je vous interromps juste. Là, le réponse homme-femme, vous avez fait la différence ou pas? Alors, pas sur cette réponse-là, ça aurait été intéressant. Mais c'est une assez bonne transition, puisqu'on a regardé justement quelles étaient les difficultés spécifiques que rencontraient les néo-agricultrices. 2 choses là-dessus. La première, c'est qu'une partie significative d'entre elles, 4 sur 10, nous disent « Être une femme a rendu mon parcours d'installation plus compliqué ». Incroyable, ça. Oui, c'est un vrai enseignement. C'est un vrai enseignement, et quand on regarde un petit peu dans le détail, en quoi ça l'a rendu plus compliqué, on retrouve ce qu'on aurait pu s'attendre à y trouver, mais on retrouve 2 choses. On retrouve des préjugés sur la compétence, donc besoin de plus fortement faire preuve de sa compétence, de sa légitimité à prétendre à exercer ce métier, d'une part, et d'autre part, des préjugés sexistes qui sont ceux qui sont assez largement répandus. Et ça pèse pour très très fort ces difficultés additionnelles rencontrées par les femmes en installation agricole. Parce qu'on rencontre aussi ça dans la création d'entreprises, n'est-ce pas, Romain? Tout à fait. D'accord. Une reprise agricole est une création d'entreprise. Mais oui, mais absolument. Tout à fait. Et pourtant, et donc là, j'en viens à des messages qui sont plus positifs, et je finirai sur des messages positifs, c'est important. On est sur un métier qui attire en tant que métier passion. Et ça ressort extrêmement fort quand on demande les sources de motivation des porteurs de projets. Le côté passion du métier ressort pour une réponse sur 3. Oui, plus 40%. 40%. 40%. Ce point-là est extrêmement fort. Et en même temps, sur un métier qui est aussi difficile, alors, vous le connaissez de manière beaucoup plus concrète que moi, qui est difficile, sur lequel il ne faut pas compter ses heures, sur lequel on a aussi une communication globale qui est majoritairement plutôt anxiogène ou négative, il faut évidemment beaucoup de passion pour y aller. Très bien. Continuons. Ouais, continuons. J'ai 2 autres éléments à partager qui sont un peu à contresens de la doxa ou de ce qu'on pourrait penser du niveau de confiance qu'ont les porteurs de projets, candidats à l'installation, sur, d'une part, la réussite de leur projet et d'autre part, le monde agricole. Quand on les interroge sur, quel est votre niveau de confiance sur le fait d'être en capacité de mener à bien votre projet, 3 sur 4 disent qu'ils sont confiants ou très confiants. Donc ça, c'est pas forcément le chiffre auquel on s'attendait lorsqu'on a posé la question. On a été agréablement surpris. Et autre élément, on a
2 porteurs de projets sur 3 qui expriment leur confiance dans l'avenir de l'agriculture. Ah oui. Et donc ça, moi, Ça ça fait du sera bien. mon message de fin. Ça sera mon message de fin dans aujourd'hui une communication sur le monde agricole qui est encore trop souvent négative, sur un métier passion, sur lequel on ne nie pas les difficultés. Les principaux concernés qui s'y projettent le font avec un niveau de confiance élevé, et je trouve que c'est un vrai beau message et un vrai motif d'espoir du coup pour ce renouvellement des générations et l'avenir de l'agriculture. Bah, très bien. Merci pour ce partage. On peut retrouver... Merci François. Ouais, vous retrouvez tout ça sur notre site, Voilà. c'est en ligne. Il y a un niveau de détail plus important, Bien évidemment, qui est disponible. Très Donc bien. n'hésitez pas, sur eloi.eu, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces données. Eh bien voilà, on va continuer de discuter avec vous justement comment Eloi peut pallier un petit peu notamment à ce premier frein identifié qui est de trouver une ferme. Est-ce que c'est sur tous les territoires qu'il est difficile de trouver des fermes? Parce qu'on entend aussi en Savoie, en Haute-Savoie, qu'il y a des fermes qui cherchent des nouveaux installés et qui n'en trouvent pas. Donc il y a agrandissement. Ouais, la difficulté de recherche de repreneurs, il y a évidemment des particularités locales, mais globalement, on a fait moins 20% en 10 ans. Donc les territoires où on dit qu'il n'y a pas de problème de renouvellement des générations, c'est pas tout à fait une réalité. Nous, la manière dont on vient prendre les choses, c'est qu'on vient massifier ces choses-là et les rendre très fluides. En mettant en place une plateforme où on peut avoir une mise en avant qualitative des fermes présente sur l'intégralité du territoire national, on vient aussi répondre à un enjeu de porteurs de projets qui parfois ne cherchent pas une ferme dans la région dans laquelle ils vivent. Ah mais oui, tout à fait. Et c'est ça, important de le c'est souligner. quelque chose aussi, on n'a pas eu le temps de l'aborder ici, mais 50% de ces porteurs de projets cherchent dans plus d'une région. Donc il y a un enjeu de pouvoir massifier un petit peu l'offre et de la rendre disponible au niveau national, parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'ils y rentrent. D'accord, d'accord. Vous vous présentez maintenant comme une plateforme. Votre modèle économique votre raison d'être était un peu différente au départ. Vous avez évolué. Aujourd'hui, c'est plus une plateforme, un facilitateur digital. Vous êtes expert, vous accompagnez, vous formez aussi. Vous apprenez à communiquer. On va parler de communication tout à l'heure. On a la même volonté depuis le début, qui est de participer à une meilleure adéquation entre cédants et porteurs de projets. Ces deux populations qui aujourd'hui sont un peu éloignées l'une de l'autre. Des générations c'est qui pas se les mêmes parlent, générations. ouais, tout à fait. Sont plus digitaux, moins Oui. digitaux, agriculteurs depuis plusieurs générations, nouveaux venus dans le monde agricole. Il y a besoin de construire des ponts. Et on a la même ambition depuis le début de construire ces ponts-là et de le faire en lien avec les structures agricoles en place, avec les syndicats agricoles, avec les chambres d'agriculture, avec les SAFER, avec les collectivités, avec l'ensemble de ces actes des banques, des centres de gestion, l'ensemble des acteurs qui, à un moment, ont un bout de la chaîne chez eux pour faire en sorte que ça arrive. Et on a fait effectivement une évolution l'année dernière pour recentrer notre intervention sur cette plateforme qui permet de faire arriver la rencontre. Et effectivement, ça nous rend très en capacité de travailler de manière partenariale avec beaucoup d'acteurs. Très bien. On reviendra vers vous, François. Merci pour cette présentation. Merci. Vous me tendez la perche en parlant des partenaires, vers qui tendre cette perche. Je vais passer vers vous que je me retourne. Romain, vous pouvez prendre un micro. Est-ce qu'on présente encore les JA? Si, on est là, on va le refaire, présenter les jeunes agriculteurs, un syndicat de 30 000 adhérents dont les responsables sont élus avant l'âge de leurs 38 ans, dont le cœur de métier, c'est le renouvellement des générations. Voilà, en quelques mots. Vous êtes pas, quand vous entendez qu'il y a encore du boulot sur l'accompagnement et l'installation, qu'il peut y avoir des freins et ça peut même en décourager certains, comment vous réagissez? Parce que c'est quand même quelque chose que vous travaillez, que vous adaptez, que vous améliorez depuis tout ce temps. Alors, je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Non, parce que je partage de façon assez fine la présentation qui a été faite sur le baromètre. Ouais. Oui, sur le portrait, les lignes qui sont tracées, je les partage assez fortement. On est conscient et je partage les difficultés et on travaille au quotidien dessus et les solutions en tout cas qu'on cherche nous à apporter dans un rôle syndical différent de construction du système qui accompagne en tous les cas le plus grand nombre, c'est ce
qu'on a travaillé et qui a abouti à travers la LOSARGA, la loi d'orientation agricole à l'origine, avec la création de France Services Agriculture, qui va être le nouveau dispositif à partir du 1er janvier 2027, le dispositif d'accompagnement à l'installation. Alors je dis bien d'accompagnement et pas de parcours pour éviter cet acte d'auto-réalisation du parcours du combattant. Les mots sont importants. Hein. Les mots sont importants. Et on parlait en aparté d'auto-réalisation avant de rentrer sur le plateau, et je trouve que c'est important de parler d'accompagnement à l'installation. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avec France Services Agriculture ? C'est répondre aux difficultés qui ont été présentées, rendre plus fluide, plus simple le dispositif d'accompagnement à l'installation. Alors, une création d'entreprise restera, quel que soit le secteur d'activité, quelque chose qui restera relativement complexe. On est sur un projet complexe avec des investissements, une partie financement, une partie administrative, un projet technique à bâtir. Donc ça, n'importe quelle entreprise, il y a une complexité qui existe. Ne rajoutons pas pour le secteur agricole des difficultés supplémentaires, des complexifications supplémentaires. On n'en a pas besoin. On doit être des entreprises comme d'autres. Ce qu'on souhaite faire à travers France Services Agriculture, et le deuxième niveau vraiment d'accompagnement, c'est de créer un rôle de coach, d'architecte de projet, d'accompagnateur du créateur d'entreprise, notamment pour l'installation, avec en accompagnant dès l'émergence des porteurs de projets qui ont une idée. Ça fait le lien avec se dire j'ai envie de devenir agriculteur, je ne sais pas forcément exactement où, dans quelle filière exactement. Donc voilà, on a une idée d'accompagner de l'émergence jusqu'au projet, et puis quand on a un projet, de transformer le projet en réalité, et aussi d'accompagner la transmission, parce qu'aujourd'hui, transmettre, céder son activité, transmettre son exploitation, transmettre son savoir, se projeter dans une carrière post-professionnelle, ça demande humainement un accompagnement fort. Donc ça, c'est des nouvelles compétences qu'on a travaillé, qu'on est en train de tester dans une période de préfiguration, et qu'on souhaite voir aboutir pour le 1er janvier 2027 et se déployer à partir du 1er janvier 2027. Voilà une réponse forte qu'on espère et qui doit permettre d'élargir aussi, d'aller chercher des porteurs de projets plus larges. On a parlé de pluralité, d'aller chercher différents acteurs, et c'est aussi toute l'ambition à travers France Services Agriculture d'intégrer et de tous les acteurs qui travaillent sur le sujet, de mettre tout le monde un petit peu, de coordonner tous ces acteurs au service du renouvellement des générations. Comment ça s'appelle, France Services Agriculture. France Services Agriculture, lancée en 2027. Et effectivement, oui, c'est une initiative. J'ai entendu le mot coaching, c'est un peu nouveau aussi. On parlait des mots tout à l'heure. Mentoring aussi. Oui, complètement. C'est la réponse qu'on cherche à apporter pour lever les freins qui ont été identifiés de complexité, de difficulté d'accès au foncier. Accompagner quelqu'un qui recherche du foncier dans sa démarche, parce que quand on n'est pas issu d'un territoire, d'une filière, du monde agricole, des fois la réception de la part des cédants, et pas toujours, il faut se le dire, les cédants ne sont pas toujours très ouverts à transmettre, ou souhaiteraient parfois voir leur activité poursuivre dans l'État, et ça ne va pas forcément être le cas. Oui, donc ça demande des fois d'avoir un regard extérieur, un appui extérieur pour accompagner ces porteurs de projets dans la recherche de foncier. Mes deux interventions sur le sujet du renouvellement des générations depuis le début de ce salon, c'est avec la SAFER sur le foncier, et avec un acteur bancaire sur le financement. Donc on est bien complètement dans le sujet, et on fait la synthèse maintenant. D'accord, merci beaucoup Romain. Vous êtes hors cadre familial ou pas, vous êtes Non, j'ai repris une ferme familiale dans un schéma, on va dire, plus simple de continuité. Ouais. Ok, vous êtes éleveur, j'ai pas trop présenté. Oui, éleveur laitier dans le département de l'Aveyron, j'aurais pu commencer par là. D'accord. Non, mais c'est moi qui vous ai pas mieux présenté. Merci beaucoup Romain, on comprend bien cet aspect humain, on va y revenir aussi avec vous Hugo. L'aspect psychologique, c'est très important. Encore un témoignage d'agricultrice. On avait envie, Louise Letellier, vous êtes en polyculture élevage entre Fécamp et Étretat, en Seine-Maritime. Vous êtes fille d'agriculteur, mais vous n'êtes pas installée sur la ferme familiale. C'était il y a 3 ans. Racontez-nous, et puis peut-être envie de réagir à ce que vous entendez. En plus, vous êtes une femme, une agricultrice. Est-ce que vous avez eu des difficultés ou pas du tout ? Vous avez tout à fait le droit de le dire. Non, ça n'a pas été simple. Donc moi, je me suis pas installée sur la ferme de mon père. J'ai décidé de rejoindre mon mari dans sa région. Et l'objectif... On retrouve la mobilité, pardon, dont parlait François. À la base, je ne vais pas du tout m'installer tout de suite. C'était prévu qu'il s'installe avec ses parents. Et
Et au détour d'une page de journal, on voit qu'il y a une opportunité à quelques kilomètres de chez nous. On se dit pourquoi pas, on essaye et ça marche. Mais par contre, il y avait beaucoup de candidats. Ouais, on était une quarantaine de candidats sur le dossier. Chez nous, la Seine-Maritime, Ouais. la pression foncière est astronomique. Ouais. Nous, on est une région où on fait des cultures comme du lin, des pommes de terre, voilà, à forte valeur ajoutée. Et ça, ça amène de la concurrence. Et donc, par chance, on a réussi à avoir cette opportunité. Et nous voilà maintenant, on est en GAEC à 4 sur une ferme de 250 hectares. On produit 1 300 000 litres de lait. D'accord. Et sur la structure qu'on a pu reprendre, j'ai créé avec mon mari un atelier de vaches allaitantes. D'accord. Ma passion aussi. première. Votre passion première. Le mot passion est prononcé, Oui, François. c'est Vous de la avez vu ? passion. C'est de la passion. Ouais, il en faut, mais il faut aussi se méfier des métiers passion, parce que des fois on fait beaucoup de sacrifices, parce que justement on a la passion. Et Romain, oui, dites-nous. Je voulais juste réagir là-dessus. C'est le CNIEL spécifiquement sur la filière laitière qui fait un baromètre aussi de l'état d'esprit des éleveurs laitiers tous les ans et qui a projeté finalement ce métier passion qui dit le travail avec le vivant, avec la nature et les animaux, c'est toujours la première motivation pour entrer dans le métier. Et puis c'est des conditions de travail qui font que les gens gardent un bon état d'esprit, des notes positives pour perdurer et durer dans le métier. Donc c'était la réaction que je voulais amener. Merci Romain, vous avez raison. Je vais apporter un complément là-dessus. Mais en fait, c'est important parce que passion n'est pas un mot négatif. Je pense que c'est un mot qui est porteur de sens. Après, effectivement, et là je souscris, c'est pas parce que c'est un métier passion qu'il faut ne pas en vivre. Et donc là-dessus, c'est aussi sur la transmission, on parlait du prix, du financement, le fait de mettre des fermes au bon prix est fondamental parce que c'est la condition du succès. Quel que soit le degré de passion, si une ferme n'a pas été acquise au bon prix, le jeune qui s'installe est condamné à ne pas réussir. Et ça, là-dessus, si on y va, on porte une responsabilité. Donc la passion, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. 100% d'accord. En plus, on parle d'entrepreneuriat agricole, d'engagement, d'investissement sur le long terme. Voilà, vous avez tout à fait raison. Une envie de réagir peut-être, Louise, en tant qu'agricultrice, peut-être au baromètre, à ces femmes qui expriment peut-être plus de difficultés. Je ne me souviens plus des chiffres, François, mais j'avais 4 sur 10. Voilà, c'est ça. Être une femme est un inconvénient. Les principaux freins, crédibilité, sexisme et préjugés. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous reconnaissez ? Moi, j'ai pas eu le temps de faire face aux préjugés. Ça a été tellement vite que j'ai pas eu le temps de faire face aux préjugés. Mais je pense que dans le global, c'est le parcours du combattant, comme on l'a dit, qu'on soit un homme ou une femme. D'accord. En fait, avec mon mari, on s'est installés en même temps. Oui. Et quel que soit lui Le genre, aussi a galéré tout autant que moi. D'accord. L'administratif, Oui. enfin ça c'est un poids. Mais On ne non, demande pas où est le patron quand quelqu'un vient visiter. si, mais celui qui demande n'y revient pas. Bonne réponse. Très bien. Je vois que l'heure tourne, je regarde un petit peu, puis on pourra compléter et continuer à discuter. Hugo, vous avez écouté, Hugo Leroc, vous avez écouté avec attention nos intervenants et notamment ces aspects de la transmission, de l'installation, tout ce qui est abordé d'ailleurs dans le podcast Transmission positive, dont vous allez nous dire deux mots. Et puis aussi, je sais que vous accompagnez des agriculteurs, des coopératives aussi sur ce process. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est vrai que l'agence est déjà positionnée à l'accompagnement de la promotion des produits agricoles. Donc, s'intéresse de fait et assez naturellement aux enjeux qui sont ceux du monde agricole. Et c'est vrai que la transmission fait partie, la démographie de manière générale, fait partie des sujets qui sont sur la table. Ça vous préoccupe ? Exactement, et des coopératives. Et c'est vrai que naturellement, on s'est nous-mêmes intéressés au sujet. Moi, personnellement, parce que je suis aussi fils d'agriculteur et j'ai connu ces situations de transmission, donc j'en parle aussi assez facilement. Et c'est vrai qu'on nous a questionné sur la façon dont on pouvait accompagner cette phase assez complexe, qui peut l'être émotionnellement, notamment dans la transmission, quand elle n'est pas familiale, de quelle manière elle pourrait s'orchestrer le mieux possible. Et c'est vrai qu'à l'agence, on a travaillé une position qui est celle de dire si vos salariés pouvaient être vos premiers repreneurs. Et partant de ce constat, on a commencé à construire avec eux une réflexion plus globale sur l'accompagnement du collaborateur vers un parcours professionnel qui pourrait être celui demain d'un futur exploitant agricole.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture, enfin, je pense que tout le monde en sera d'accord, ça ne se vit plus tout seul. C'est une histoire collective. Et cette histoire collective, hein, vous en êtes la parfaite illustration. L'idée que les collaborateurs puissent demain monter en compétences, puissent apprécier en tout cas l'intérêt de devenir chef d'exploitation ou chef d'entreprise, et ben ça, c'est un des leviers qu'on a travaillé. Donc, on le travaille comment ? En développant l'engagement. Et l'engagement, ça se travaille comme on le travaille dans une entreprise tertiaire, au travers d'une politique RH qui peut être construite même pour des petites entreprises. Et c'est ce qu'on a fait avec l'ALCO. ALCO, qui est l'association des laiteries coopératives du Poitou-Charentes. Donc ça représente à peu près 2500 éleveurs en bovins laitiers puis en caprins. Et c'est vrai qu'ils ont vu l'intérêt, ils ont vu en tout cas, ils savent que on a des chiffres, hein, vous me rectifierez si je me trompe, mais on dit qu'en 2030, on nous dit il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc il y a une grande partie. Les optimistes nous donnent jusqu'à 2035, mais oui, c'est un peu ça. Ça nous laisse un peu de temps pour. Donc voilà, partant de réagir. ce constat, on est un petit peu au pied du mur. Il faut agir. Et c'est vrai que de travailler sur la confiance ou la mise en confiance du chef d'exploitation, lui donner des outils aussi pour qu'il puisse accompagner cette transmission et pas quand il arrive à 60 ans, mais bien 10 ans avant, où il va commencer à déléguer, où il va commencer à développer l'intérêt pour l'entrepreneuriat au sein de ses équipes. Parfois, la solution, effectivement, est près de soi. Ça peut être un jeune stagiaire qui plus tard va reprendre à la ferme. Ça peut être un salarié. C'est vraiment. Par contre, il faut que l'environnement de travail de ces personnes. C'est pour ça qu'on a aussi intitulé cette conférence « Je pilote et je transmets ». C'est tout un process. Et quand on pilote, il faut déjà anticiper et avoir un environnement de travail, une communication. Hein, on le voit à travers les invités du podcast Transmission Positive, hein, qui sont des chefs d'entreprise agricoles très soucieux de la qualité de vie de leurs salariés. C'est effectivement un dénominateur commun des chefs d'exploitation qu'on a interviewés pendant ce podcast, qui nous ont livré des expériences de vie sur la façon dont ils ont accompagné à la fois leurs collaborateurs, mais aussi pour certains, et notamment notre dernier invité, qui racontait la transmission à ses enfants. Donc c'est avant tout des parcours de vie qui s'entrecroisent, dans lesquels l'émotion peut aussi prendre une part très importante. Et c'est vrai que plus vite on est préparé à ce sujet, plus vite, en tout cas, et mieux on transmet. Il y a un mot aussi qui émerge, c'est marque employeur, dans le podcast aussi. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise. J'ai envie de dire que le secteur agricole n'est pas tellement différent en fait d'une entreprise, puisque un chef d'exploitation, pour moi, c'est un chef d'entreprise. Il a des collaborateurs avec lesquels il initie une activité, il développe une activité, il fait grandir une entreprise. Et cette marque employeur, c'est pas juste un acte de communication, c'est pas ce qu'on veut dire. On veut dire que c'est pas juste d'ajouter un logo, de mettre un peu de bleu ou un peu de vert. C'est vraiment une démarche plus profonde, celle de questionner les pratiques d'accompagnement des salariés pour que demain ils progressent, pour que demain ils grandissent et qu'ils s'approprient les valeurs de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, et puis qu'ils en deviennent les exploitants. Et les ambassadeurs aussi. Exactement. Merci Hugo. Une envie de réagir, François, peut-être sur ces nouvelles générations aussi qui sont plus attentives à leur façon de faire, à le raconter. Oui, là-dessus, on a tous des points de vue un peu différents, mais sur un vécu qui est assez similaire, et effectivement on le retrouve. Et je pense que c'est assez sain en fait. On parlait encore une fois de la passion tout à l'heure, le fait qu'il y ait une exigence sur les conditions de travail. On parlait d'un GAEC A4, on ne le dit pas assez en fait. Vous l'avez pas dit, mais je sais aussi ce que ça implique. Quand on est en élevage laitier, ça permet d'avoir des week-ends, parce qu'en fait, si on est tout seul, on les a pas. Et ces choses-là, c'est important elles font partie de la matrice de recherche des porteurs de projets aujourd'hui. On est dans un monde où l'agriculture est un choix parmi d'autres métiers, à partir du moment où on ne reprend pas une ferme familiale. Et donc il y a un enjeu aussi d'adapter ces choses-là pour répondre à la demande. Le point, c'est qu'en fait, il y a tout de même, malgré tout, et là-dessus, c'est quand même quelque chose de vraiment positif, une vraie envie d'aller exercer ces métiers-là, y compris en élevage bovin-lait, et qui n'est pas nécessairement
d'un point de vue extérieur de l'agriculture, l'activité agricole qui pourrait attirer. Et pourtant, ça fait partie aujourd'hui des activités, quand on regarde un petit peu notre communauté de porteurs de projets, où on a la plus grosse volumétrie. D'accord. Justement, c'est intéressant d'avoir le profil type. Dans quelle filière, quel type d'agriculture se situent les installés que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a Aujourd'hui, Éloi, ça attire en rythme annuel un peu plus de 6000 porteurs de projets sur les, encore une fois, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, à peu près un porteur de projet sur 2, aujourd'hui, nous contacte. Donc, en fait, on est là-dessus le miroir de la diversité de l'agriculture française. Donc il y a du bio, il y a du non-bio. Il y a des cultures comme l'élevage, il y a des fermes de quelques hectares comme des fermes de quelques centaines d'hectares. Il y a des structures en individuel comme des structures en sociétaire. Et là-dessus, on a toute cette diversité-là. J'ai pas malheureusement tous les chiffres en tête. Mais c'est pas du tout un piège. Mais l'élevage en vin aussi marche bien. Bien sûr. Oui. L'agriculture s'écrit au pluriel. Au pluriel, vous en êtes le miroir. On comprend bien tout ça. S'il y a un conseil que vous auriez envie de donner à un jeune ou une jeune qui veut s'installer, quel vous donneriez? De se faire accompagner. De se faire accompagner. C'est extrêmement important. C'est pas quelque chose qu'on fait. Et c'est pas notre rôle et c'est pas notre métier. Notre métier, nous, c'est de provoquer cette étincelle, cette rencontre autour d'une ferme au bon prix, et ensuite de s'assurer. Vous parliez tout à l'heure, Romain, de FSA, donc France Services Agriculture qui arrive. C'est une excellente nouvelle. D'accord. Il y a un énorme enjeu que ces structures d'accompagnement puissent avoir du coup une vision un peu globale et un accompagnement global de ces porteurs de projets qui ont des attentes qui ont un petit peu bougé. Et il faut évidemment se faire accompagner, il faut confronter son projet à la réalité et il faut s'ancrer dans le territoire. C'est extrêmement important. FSA, il y aura un budget alloué à cette initiative. Il y a des moyens au-delà des promesses et des mots. Je pose la question qui fâche. Et évidemment qu'il y aura des budgets. C'est le travail syndical qu'on mène sur le sujet. On vient juste d'adopter un budget 2026, donc se projeter sur un budget 2027, c'est la question qui fâche sur le sujet. En tout cas, c'est notre ambition chez les agriculteurs d'avoir le maximum de moyens pour avoir le maximum de capacité à accompagner et à transformer l'essai. Je trouve que l'expression est assez juste pour quelqu'un qui vient du sud-ouest comme moi, entre des gens qui ont une volonté de s'installer et la réalisation, qu'on perde le moins de personnes en cours de route, qu'on laisse le moins de personnes possible le long du chemin de l'installation. Ce qu'il y a de nouveau, c'est quoi? C'est que c'est plus ouvert. J'essaye de comprendre, je vous titille un petit peu. Alors, la nouveauté, effectivement, c'est effectivement d'élargir il y a une multitude d'acteurs historiques, mais aussi des réseaux plus alternatifs, des nouveaux acteurs, comme on peut avoir aujourd'hui le tour de la table. C'est de mettre tout le monde sur chaque territoire. Mettre tous les acteurs en coordination pour faire du meilleur travail, mieux coordonner, mieux répondre aux attentes qui évoluent des porteurs de projets, et d'ouvrir et d'être en capacité d'aller chercher aussi des porteurs de projets plus éloignés du secteur agricole, parce qu'on a besoin de tout le monde. Tous les projets sont recevables, il n'y a pas de questionnement sur ça. Ouais, un commentaire là-dessus, moi je souscris à 100% de ça. Je pense qu'on a deux enjeux. On a un enjeu qui est maintenant, on a un enjeu qui est demain. Aujourd'hui, j'adore le transformer l'essai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui moins de reprises qui se concrétisent que de porteurs de projets qui veulent s'installer. On a un enjeu de faire en sorte que nos 16 000 porteurs de projets puissent trouver une ferme. On a un deuxième enjeu, c'est qu'en fait, c'est pas 16 000, c'est 20 000 fermes qu'on a à reprendre. Donc là, c'est aussi l'enjeu du discours positif. On a besoin d'attirer dans l'agriculture, on a besoin de susciter les vocations, et après, il faut les accompagner, il faut qu'ils trouvent une ferme, pour qu'ils s'installent, il faut qu'ils réussissent. On a les deux enjeux. D'accord. Alors, j'en profite, je vois Apolline Martel qui nous a rejoint. Pardon, Apolline, je n'avais pas vu que tu étais avec nous. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre sur scène, puisque tu es éleveuse laitière en bio et tu as participé au podcast. Tu parlais de marque employeur. Alors, on va être debout toutes les deux. On t'écoute. Et attention à la marche. Ouais. Bienvenue parmi nous, Apolline. Tu as un petit peu écouté le sujet. Qu'est-ce que t'inspire, ce que tu entends sur cette challenge de l'installation en agriculture ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Apolline Martel, je suis agricultrice en Ille-et-Vilaine, à côté de Redon. Je suis en production biologique associée avec mon papa et bientôt avec mon petit frère. On est 2 associés, on a 2 salariés et comme on aime bien passer du temps en famille et sortir un petit peu aussi et prendre des vacances, on embauche aussi du monde le week-end. Donc on a des jeunes scolaires qui viennent à la ferme, donc ils font un week-end sur 3
avec les 3 associés. Donc c'est des jeunes qui sont à l'école d'agriculture ou non. On a aussi des jeunes qui viennent de d'autres écoles comme la vente, le commerce, etc. Et donc ça fait à peu près 6 personnes en tout sur la ferme avec 130 vaches, ce qui n'est pas énorme, mais chacun des responsabilités aussi à titre individuel. Mais voilà, ça fait tourner du monde une exploitation quand on a envie de s'engager, de prendre du temps pour nous, d'avoir une vie normale tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est limité dans la formation agricole, cet aspect d'entrepreneuriat et de recrutement. Et voilà, ouais, tout à fait. Alors ce que dit pas Apolline, c'est que c'est une championne aussi de la communication, des réseaux sociaux, parce qu'elle se raconte super bien, ça donne envie de faire ce métier. On parlait de passion, mais voilà, on en a aussi l'incarnation avec Louise, avec Romain et Apolline. Vraiment, suivez-la, parce que voilà, ce que tu fais, c'est vraiment hyper enthousiasmant, quoi. Tu donnes envie de faire ce métier, tu travailles ta marque employeur à la perfection. Que dire d'autre? Non, déjà c'est super gentil, mais j'ai rencontré des gens géniaux qui m'ont amené à ça. Ça ne sort pas de nulle part. Mais du coup, j'ai eu la chance de participer au podcast de Hugo. Nous qui avons eu la chance de t'avoir comme invité. qui touche à un sujet qui est très important dans l'avenir de nos métiers. Et c'était vraiment avec plaisir parce que justement, en fait, moi, le fait de ne jamais avoir eu du mal à embaucher à la ferme, et je le dis, j'ai jamais été en peine de main-d'œuvre parce que on diffuse une image positive, on est sur les réseaux sociaux, on ouvre la ferme aussi aux médias, aux reportages, à l'accueil de stagiaires. On a une quinzaine de stagiaires par an à la ferme parce que c'est pas de la main-d'œuvre pas chère, hein, des stagiaires, hein, c'est des jeunes qu'on a envie d'engager dans l'agriculture, où on passe du temps à faire le rapport de stage avec eux, où on reçoit les enseignants aussi, où on prend le temps d'expliquer, de refaire, de montrer. Parce que demain, on est aussi ferme partenaire d'un lycée agricole à Redon, l'ISAT, et on a 3 jours par semaine des jeunes de Bac Pro conduite et gestion d'une exploitation agricole qui viennent à la ferme. Et c'est aussi très important pour nous, toujours transmettre. J'ai 28 ans, j'espère pas transmettre demain, mais vraiment, je suis passée par là. J'étais contente de voir des maîtres de stage qui m'ont accueilli aussi, et c'est grâce à eux que j'ai fait ce métier aussi. Donc j'ouvre ma ferme vraiment à la jeunesse et surtout je prône un peu ma chapelle, mais au rôle des femmes aussi dans le milieu agricole. Et à chaque fois, ma petite hantise aux rentrées de septembre, c'est de zioter les classes et de dire yes, il y a 2 filles, yes, il y a 3 filles. Et je dis vous allez vous battre 3 fois plus que les autres et vous le méritez et vous mériterez votre parcours. Merci Apolline et Romain. Envie de rajouter quelque chose? Non, juste un petit mot parce que je suis très très content que sur ce genre d'intervention, il y a une pluralité d'hommes et de femmes, et surtout de femmes qui soient présentes, visibles, parce que c'est important, pas de montrer, c'est pas des exemples, mais des modèles pour que des jeunes filles puissent s'identifier et se projeter dans notre métier. Et quand on parle de renouvellement de génération, on a un énorme levier de performance parce que sur la féminisation du métier, donc de mettre en valeur des jeunes femmes qui s'engagent, qui ont toute leur place dans le métier, qui ont envie de le faire, et je les invite et je félicite celles qui s'y engagent parce que c'est pas facile de s'exposer sur les réseaux sociaux notamment pour donner envie. Voilà, de créer des modèles et de mettre en valeur des modèles, c'est des belles occasions de le faire, et je trouve que c'est important de le souligner. C'est important, merci. Et Apolline, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à celles et ceux, mais qui ne sont pas issus du monde agricole, contrairement à toi, et qui voudraient se lancer? C'est un petit frein supplémentaire. Nous, on en a plein. C'est presque moitié la proportion entre les jeunes non issus du milieu agricole et les autres. Parmi les stagiaires, c'est ça? Ouais, surtout par rapport aux stagiaires que j'ai l'habitude de côtoyer, mais je les ai aussi côtoyés à l'école. C'était des collègues de classe aussi qui étaient non issus du milieu agricole. Et c'est hyper touchant leur parcours parce qu'en fait, ils se battent 3 fois plus que les autres. Et moi, j'ai souvent cet exemple-là. En fait, à l'école, j'avais un jeune où ses parents étaient pas du tout issus du milieu. Il habitait à Paris, ses parents habitaient à Paris, et lui, en lycée agricole en Bretagne, il vivait du coup chez ses oncles et tantes qui étaient en ferme. Mais du coup, il avait toujours envie d'être encore plus performant que nous. Et à l'époque, il n'y avait pas encore trop, et encore à l'époque j'ai 28 ans, mais il n'y avait pas trop les réseaux
sociaux, les chaînes YouTube agricoles, etc., de manière très numérique pour s'informer. C'était encore beaucoup la presse agricole, qu'il l'est encore aujourd'hui. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en lisait? Une quantité de revues, je ne nommerai pas les noms, mais il lisait la presse agricole, toujours cachée dans les manuels d'école, en perme, quand c'était interdit. Parce que, et en fait, le gars, il était pointu, vraiment imbattable. C'est marrant. Il compensait effectivement cette culture qui lui manquait peut-être. Voilà. Et puis le réseau, le collectif aussi, vous confirmez, Louise, ne pas être isolée. Et François, oui, moi je confirme. Pour nous, comme on disait tout à l'heure, être agriculteur, c'est pas être au fin fond de sa campagne et pas sortir le soir, pas sortir le week-end, pas faire de sport. C'est avoir une vie. Hein. On a une vie tout à fait normale. Mais nous, pour ça aussi, on a embauché. On a embauché une petite jeune, non issue du milieu agricole. Et ça se passe super bien. Elle est géniale. C'est gagnant-gagnant. Ouais, non, mais c'est... Nous, à la ferme, c'est 3 filles, 3 hommes. En plus, la parité parfaite. Parité parfaite. Je regarde, on a encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Hugo ou François, une petite réaction? Merci beaucoup pour vos témoignages. Non, sur le PASSEUL, il y a le PASSEUL sur la ferme, il y a PASSEUL aussi sur le territoire. Enfin, sur ces sujets de reprise de ferme, d'installation, on ne peut pas évacuer les sujets aussi qui sont liés au territoire. Une reprise de ferme, une installation qui se multiplie avec des jeunes du coin qui viennent s'y former en stage, avec du salariat qui arrive, c'est des territoires qui vivent, c'est des écoles qui se perpétuent, et ainsi de suite. Donc il y a aussi cette dimension qui est extrêmement forte dans l'installation agricole et dans le renouvellement des générations. Oui, on permet à la Ferme France de continuer à exister. Oui, on permet à un agriculteur de partir à la retraite. Oui, on permet à un jeune de s'installer. Mais il y a aussi toutes les externalités qu'il y a autour et qui sont extrêmement profondes et qui... au niveau des lois, nous touche particulièrement. On est société à mission, ça fait partie des choses qu'on regarde. Et moi, je suis hyper content d'entendre toutes ces histoires. Donc, je me joins aux bravos qui ont été mis pour votre engagement dans ces métiers qui sont beaux. Qui ont du sens et qui sont dans le réel. Hugo, envie de rajouter quelque chose? Un micro. C'est vrai que je confirme. C'est vrai que quand on voit cet optimisme, quand on voit cette communication positive, c'est véritablement ce qui doit retranscrire, ce qui doit émerger du monde agricole pour aller à la conquête de ces talents qui sont aujourd'hui qui sont en classe de 4e ou de 3e, qui cherchent une orientation. Il faut leur donner à découvrir ces métiers. C'est un métier au grand air, c'est un métier qui ouvre un grand nombre d'opportunités, de vrais parcours. On peut commencer effectivement comme ouvrier d'élevage et puis terminer comme chef d'exploitation, chef d'entreprise. Donc c'est des opportunités qui sont réelles. Et c'est vrai qu'à vous voir, vous êtes tous heureux dans vos métiers. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être rappelé. Quand tu nous disais tout à l'heure que tu passes, tu as tes week-ends, tu as tes vacances, ça, c'est des éléments avec lesquels qui ne ressurgissent pas tout de suite dans la communication agricole. Et l'équilibre vie pro, vie perso, effectivement, si demain on va aller conquérir de nouveaux talents, il faut pouvoir s'appuyer sur ces arguments-là. Et je confirme aussi un autre aspect qu'on a souvent un peu occulté, c'est bien gagner sa vie. Le volet économique, quand il est réel, quand il est vécu, c'est utile de le raconter. Et pour accompagner des filières qui sont adossées à des cahiers des charges, ces cahiers des charges créent de la valeur. Ces éléments-là sont des éléments de réassurance sur lesquels on peut communiquer en disant tu vas demain à la fois avoir un véritable équilibre vie pro, vie perso, et puis surtout tu vas bien gagner ta vie. Tu vas pouvoir partir en vacances. Et ça, en fait, ce sont des éléments qu'on adosse sous le mot marque employeur, mais qui sont des éléments qui sont à démocratiser, à raconter et à faire émerger. Que c'est bien dit. Merci beaucoup, Hugo. Romain, une dernière remarque, puis je prendrai une ou deux questions s'il y en a. Oui, une réaction par rapport à ce qui est dit. Le rapport à l'argent est jamais facile dans le monde agricole. C'est un peu tabou. Oui, effectivement, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, il y a une vraie difficulté de parler d'argent dans notre métier parce qu'il y a toujours finalement une filière qui est un petit peu en difficulté à ce moment-là. Donc, d'avoir la fierté, en tout cas la réussite, de gagner sa vie en travaillant, en prenant des risques, en investissant, c'est toujours un sujet difficile à aborder vis-à-vis des collègues qui sont parfois dans des moments plus compliqués. Donc,
c'est important de bien se former pour construire des projets qui soient solides. On parlait de quel est le conseil qu'on pourrait donner à un jeune qui voudrait se lancer. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur les aspects formation. On porte des projets qui sont de plus en plus complexes, en arrivant d'univers de plus en plus éloignés, parfois aussi du milieu agricole. Donc le sujet de la formation est extrêmement... Formation à la gestion d'entreprise, oui, tous les aspects comptables. Toutes les notions, évidemment, d'entrepreneur, toutes les compétences entrepreneuriales qu'on pourrait citer, mais aussi de bien maîtriser ces outils techniques et dans la construction de son projet. Redire un mot, que construire une transmission, ça ne peut être possible que si le jeune gagne sa vie derrière. Donc il faut bien estimer la valeur de la transmission. Et on fait tout notre travail aujourd'hui, c'est essayer de rapprocher au maximum la valeur patrimoniale des exploitations, en tout cas que les cédants estiment, à la réelle valeur économique, du pouvoir que peut dégager une entreprise à dégager un revenu pour payer la transmission et pour qu'un porteur de projet puisse continuer à gagner sa vie. Donc ça, c'est le travail qu'on fait, notamment à travers des leviers fiscaux qui sont les plus accessibles pour développer ça. Et dire un mot aussi qu'on a besoin, sur des territoires en difficulté ou sur des filières qui sont structurellement plus en difficulté, notamment face au changement climatique, de parler d'avenir, de parler d'espoir, de parler de notes positives, parce qu'on a besoin de transformer un certain nombre d'outils, de modèles économiques vers des choses qui soient plus durables, plus positives. La diversification La aussi. diversification, alors chez Jeunes Agriculteurs, on appelle ça la planification. C'est la méthode qu'on emploie. On va essayer en tous les cas de bien le vendre, mais en tous les cas de susciter et d'écrire une histoire positive pour les jeunes qui sont aujourd'hui dans des lycées agricoles, mais aussi plus éloignés, de leur dire qu'il y a un vrai espoir et qu'on a besoin et qu'ils auront toute leur place demain dans le secteur agricole. L'écrire avec leur langage, avec leurs mots, avec leurs repères, avec leurs nouvelles attentes, leurs nouvelles exigences. On a bien compris. Est-ce que vous avez, cher public, une question rapide? Merci de vous présenter, monsieur, et une question rapide. Je m'appelle Jean-Daniel Arnaud. Bon, j'ai travaillé dans le secteur agricole, je ne suis pas agriculteur. Mais depuis, je suis retraité maintenant et je suis un gros contributeur de Wikipédia. Et ça fait longtemps que j'ai l'intention de faire un article qui s'appellerait « Renouvellement des exploitations agricoles ». Donc j'aimerais, pour faire un article de qualité dans Wikipédia, il faut avoir un certain nombre d'informations. Donc là, bien sûr, vos statistiques me seront utiles, mais j'ai déjà été chercher. Il y a les chambres d'agriculture, il y a le ministère, il y a un certain nombre de textes qui parlent du renouvellement. Mais j'aimerais bien discuter avec plusieurs d'entre vous, même avec des gens de la salle, si vous avez des sources de qualité qui me permettrait de construire un article de qualité, ça m'intéresserait. Merci monsieur, très bien. Le baromètre en exclusivité sur le site des lois et puis plein d'autres ressources, les JA. Qu'est-ce qu'il faut que monsieur aille chercher en plus? Alors, si vous attendez 2027, le réseau France Service Agriculture va avoir aussi un dispositif de système d'information beaucoup plus important que ce qu'on peut être aussi pour recenser tous les porteurs de projets, leur suivre dans leurs évolutions et pouvoir avoir un observatoire extrêmement plus fiable, le plus élargi possible sur la visibilité de tous les porteurs de projets. Mais on peut en rediscuter après, il n'y a pas de souci. Attendez, on ne vous entend pas. Donc, Wikipédia, n'importe qui peut écrire n'importe quand. Il y a quand même des règles de fonctionnement, parce qu'il faut que quand on écrit quelque chose, derrière, il y a des sources de qualité. Donc moi, ce que je veux, c'est commencer à écrire un article, puis après, n'importe qui pourra le compléter, l'améliorer. C'est ça l'objectif. Et donc les JA pourront contribuer à cette page. Je passerai vous voir après aussi. Voilà, je pense que... Il y a quelques sources publiques assez qualitatives et quantitative sur l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui existent. Eh ben, très bien, la connexion est faite. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Oui, monsieur, je vous apporte le micro. Merci de vous présenter aussi. Bonjour, je suis consultant en stratégie dans l'aide au développement. Et je vis dans un coin des baronnies où la transmission est difficile. Et dans toutes les filières, il y a très très peu de perspectives sur qui va reprendre l'affaire, mais tout le monde arrache et tout le monde, etc. Quels sont les messages que vous avez dans votre expérience? Comment on entame la conversation avec un agriculteur, une agricultrice qui ne voit pas de perspective, qui ne souhaite pas que ses enfants s'approchent du métier, qui en fait est un peu hermétique à toute perspective? Donc comment est-ce qu'on amorce la conversation? Le volet humain, psychologique, a peut-être été moins abordé là. Ouais, moi je peux Merci, parler. monsieur. Merci pour la question. Je peux parler de notre expérience. Le
le nombre d'agriculteurs avec lesquels on a démarré justement ces discussions qui me disaient mais en fait, j'y arriverai jamais, personne ne veut reprendre. Ça fait 3 ans que ma ferme est publiée au RDI, j'ai rencontré 2 personnes en 3 ans qui n'avaient pas le bon projet. Et bon, je ne sais même pas pourquoi on discute, parce qu'en fait, j'y arriverai jamais. Et c'est une réalité, en fait. Ces personnes-là et cet état d'esprit-là existent. Nous, la meilleure manière qu'on a eue de trouver une réponse à ça, c'est une réponse par l'exemple. Donc c'est pour ça qu'on documente beaucoup sur le site des lois. On a une chaîne YouTube où on vient faire l'effort, et il y a notre équipe marketing qui est là, et c'est un gros travail de faire ça, d'aller rencontrer les cédants qui ont été dans cet état d'esprit-là, qui 2 ans plus tard ont transmis et qui disent bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis pris un peu différemment et j'ai réussi, et aujourd'hui bah, y a ce porteur de projet qui est à côté de moi, qui est installé sur la ferme a repris, et il y a une motif d'espoir. Donc c'est un peu la manière dont nous on prend les choses, de dire bah, en fait c'est possible, ça existe, on l'a fait, on va le faire pour vous, et de l'amener petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on se met dans la démarche, encore une fois, de publier une ferme qui a un vrai potentiel de reprise, au bon prix, à une communauté suffisamment large, et ben en fait, sous quelques semaines, en fait, les choses arrivent, et donc ça met tout de suite sur une trajectoire d'y arriver. Ensuite, il y a toujours besoin d'accompagnement, il y a toujours besoin de financement, mais le terreau est mis en place pour qu'on puisse avancer. Merci François. Et Romain, envie de compléter? Oui, un petit complément. Là, je vais dire que c'était une réponse plus individuelle. Moi, je présenterai une réponse qui serait plus collective. On a besoin, je pense, collectivement, tous les acteurs qui interviennent chez les agriculteurs, de porter un message un petit peu commun, pour accepter des fois aussi une transformation des outils. Le potentiel d'aujourd'hui ne sera pas forcément le projet de demain. Le potentiel d'aujourd'hui ne sera pas le potentiel de demain, en fonction du territoire, du positionnement. Donc je pense que c'est aussi ce message-là qu'il faut que chaque intervenant, collectivement, on soit capable de porter pour... petit à petit, parce qu'il faut respecter le temps long de l'activité agricole, du projet, du vécu d'un cédant, d'accepter finalement cette évolution du projet qui pourrait arriver. Donc de l'anticipation toujours quand c'est possible, et le respect du temps long, je trouve que c'est quelque chose qui, quand on parle souvent d'installation, on a envie d'aller très vite, mais quand on parle de transmission, il y a ce temps qui est beaucoup plus lent, où on parle de choses beaucoup plus personnelles, de construction, de valeurs, de patrimoine familial, bien souvent. Donc respecter ce temps-là, de la prise de décision qui a besoin de maturer beaucoup plus longtemps, avec un accompagnement humain beaucoup plus poussé à avoir. Donc ça demande aussi, de la part de l'accompagnement, des compétences qu'on n'a pas forcément l'habitude de mobiliser. Donc une évolution aussi des profils des personnes qui accompagnent sur ces sujets-là. Il faut que chacun un peu change les logiciels et ses représentations. C'est vrai que dans le podcast, il y a un moment, Isabelle Leballeur, la 3e invitée, dit on parle beaucoup d'outils de patrimoine à transmettre. Moi, je transmets un outil de production. Et il faut raisonner en chef d'entreprise et ne pas mettre trop d'émotionnel aussi ou se projeter sur la valeur de sa ferme. Il y a vraiment un effort à faire de la part des cédants pour comprendre qu'ils cèdent un outil de production parfois, enfin même souvent, et puis qu'ils évacuent un peu le côté émotionnel, humain, patrimonial. Il y a tout ce cheminement à faire, à accompagner. Voilà. Ça sera peut-être les mots de la fin. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie très chaleureusement, tous les 5. Merci pour vos témoignages. Apolline Martel, on peut vous applaudir. François Moret, cofondateur des Lois. Louise Letellier, Hugo Leroc de l'agence Gulfstream et Romain Deléris des Jeunes Agriculteurs. Merci à vous pour vos témoignages. Merci.